Philippe Poutou s'était promis de ne pas y retourner. Pourtant, pour la 3e fois, l'ancien ouvrier de Ford est candidat à l'élection présidentielle. Ce trotskiste n'attend rien des institutions actuelles. Il veut profiter de l'attention de l'opinion pour faire de la campagne électorale un moment d'agitation politique. Car comme il le reconnaît lui-même, les révolutionnaires ont du mal à peser sur le cours des mobilisations sociales, comme par exemple lors du mouvement des Gilets jaunes. Il nous reçoit dans les locaux historiques de son parti, à Montreuil. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Cette émission est enregistrée le 15 mars. Hier soir, vous n'étiez pas sur le plateau de TF1 où se déroulait un débat, enfin qui n'était pas un débat, mais une succession de monologues de 8 des 12 candidats. Alors pourquoi n'avez-vous pas été invité ? Il faudrait leur demander, mais d'après ce qu'on a entendu, c'est pour des raisons d'équité, mais les règles elles sont fixées d'ailleurs par le CSA, enfin maintenant c'est l'ARCOM, qui dit que dans cette période de la campagne électorale, il n'y a pas d'égalité de temps de parole, donc c'est ce qu'ils appellent l'équité, c'est hyper flou en fait, mais ça dépend des sondages, ça dépend des élus qu'on a, enfin de la présence du parti qu'on représente dans les institutions, enfin voilà, bon c'est hyper flou, on ne sait jamais trop où on en est, dès qu'on parle un peu, on nous dit qu'on est presque en train de parler trop, et là on n'est pas invité dans ce genre de rendez-vous. Bon voilà, ça montre à la fois la démocratie réelle dans cette élection-là. C'est une des illustrations du manque de démocratie, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Et là, on pense que même on va aller vers une campagne qui sera complètement fichue comme ça, c'est-à-dire avec des grands rendez-vous présidentiels, avec pas tous les candidats ou les candidates, et puis quand ils y seront tous, de toute façon, on va vers un moment où il n'y aura pas de débat du tout, pas de confrontation. Macron a dit qu'il ne voulait pas, c'est le seul qui l'assume d'une certaine manière, mais les autres aussi ne veulent pas trop des débats, et puis finalement, tout le monde parlera à tour de rôle. Et voilà, bon, c'est comme ça. Vous dites qu'il n'y aura pas de débat, mais il y a aussi l'ombre de la guerre qui confisque le débat. Ouais, je pense que là, c'est plutôt un prétexte qu'autre chose, parce qu'en fait, la guerre, au contraire, elle permettrait des événements comme ça, mais que ce soit la guerre en Ukraine, la militarisation de la planète, ou que ce soit même la crise environnementale, qui sont des choses très graves, très urgentes aujourd'hui, c'est des choses politiques de fond qui permettraient, au contraire, de sortir un peu du train-train quotidien d'une campagne avec tous les trucs à la con qu'il peut y avoir dans une campagne électorale, les trucs politiciens. Là, on est dans des sujets de fond qui permettraient justement de politiser, de discuter peut-être plus de politique et plus de sujets justement qui concernent l'ensemble de la planète. Là, c'est une occasion au contraire. Et non, là, ça sert de prétexte à dire voilà, il y a urgence, faisons comme si, ne débattons pas, ne polémiquons pas. Voilà, moi je trouve que c'est quand même des choses qui permettent de trafiquer un peu plus l'élection, quoi. Alors en 2017, vous aviez dit je ne serai plus candidat. Ouais. Vous avez déjà été candidat 2 fois, 2012, 2017. Vous avez dit j'y retourne pas, et puis finalement vous y retournez. Pourquoi ? Mais même la première fois, j'avais dit que j'y retournerais pas la deuxième fois. Alors c'est l'amicale pression de vos camarades ? Une pression, d'une certaine manière, ouais, mais parce qu'en fait, c'était pas prévu comme ça. On pensait et on espérait que ce soit un autre visage, parce qu'on a plutôt tendance à penser qu'il faut tourner. C'est pas juste une figure. Et puis voilà, on est quand même un collectif. On a de nombreux ou des nombreuses militantes. Donc il y a donc ce principe pour nous. Et puis là, on est quand même vachement représenté par des mecs. On avait Alain Krivine qui vient de mourir pendant un moment, et après Olivier Besancenot, et puis là, moi. Et donc on se disait, il faut absolument que ce soit une camarade qui nous représente à la prochaine présidentielle. Et puis là, il y a eu la crise sanitaire, on n'a pas pu se réunir. Comme on ne se prépare pas longtemps à l'avance, c'est toujours un peu dans l'urgence. Et en plus de la crise sanitaire, il y a une situation politique qui est pour nous, d'après nous, un peu plus compliquée que d'habitude, avec l'ultra-présence des idées réactionnaires et puis une gauche complètement impuissante, complètement anéantie, pas que divisée, mais voilà. Et nous, on avait une difficulté peut-être à apparaître comme légitime dans cette élection-là, et un visage déjà connu, à la fois auprès des maires qu'il fallait aller voir pour les parrainages, et puis donc dans la situation politique actuelle, ça nous semblait beaucoup moins compliqué, beaucoup plus facile à gérer, et c'est pour ça qu'on a rediscuté de est-ce que moi je voulais y revenir ou pas, et voilà. Donc c'était pas, personnellement, j'avais pas envie. Mais d'un point de vue collectif, en fait, c'était la moins mauvaise solution qu'on avait, quoi. Votre candidature, c'est quoi ? C'est une candidature de témoignage ? C'est parce que on peut pas dire les résultats. C'est pas méchant de ma part, mais vous avez fait 1,15% des voix en 2012.
0,09% en 2017. Bon, raisonnablement, on peut penser que vous ne serez pas au second tour de l'élection présidentielle. Donc, à quoi sert, pour un révolutionnaire comme vous, cette période de campagne électorale ? Ouais, mais oui, évidemment, on est bien conscient de notre faiblesse du point de vue du rapport de force électorale, mais même de ce qu'on est, nous, en tant que parti. On est relativement peu de militants. On n'a pas un poids considérable, et puis tout ce qu'on fait, ça pèse pas comme on aimerait bien que ça pèse dans la vie sociale actuelle, enfin, au quotidien. Donc, mais cette élection présidentielle, comme toutes les élections, mais les élections présidentielles ont cette particularité que c'est un moment politique quand même central dans la vie institutionnelle. Et c'est un moment où, a priori, une bonne partie de la population s'intéresse à la politique. C'est un des rares moments. Et donc, du coup, on est dans le raisonnement inverse. On nous dit, parce qu'on est petit, à quoi on sert, ou on deviendrait juste une candidature de témoignage. Nous, on fait le raisonnement inverse, c'est-à-dire pourquoi on n'y serait pas, en fait. On milite politiquement toute l'année, on est investi dans pas mal de mobilisations, soit on est solidaire, soit on participe activement. Et puis même, on participe à la vie politique, on fait des communiqués, enfin on milite, on a un journal, on a un avis sur l'actualité, enfin sur tout ce qui se passe. Donc pourquoi on n'y serait pas ? Et c'est vrai que c'est ce raisonnement inverse qu'on a. Et alors, c'est pas évident parce qu'on sait qu'on est une petite organisation, on sait qu'on n'est pas costaud, mais donc, du coup, il faut résister aussi à cette sorte de complexe qu'on peut avoir. C'est-à-dire, oui, voilà, on peut pas gagner, alors est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est hors sujet, si on y va quand même ? Bon, tout ça, ça se pose chez nous, on en discute. Donc après, c'est la question de l'efficacité. Et en fait, on est persuadé que faire exister des idées révolutionnaires, anticapitalistes, et puis même une posture aussi, parce que c'est pas juste gueuler, dire la société est pourrie, il faut que ça change. C'est aussi d'essayer de mettre en débat des perspectives de mobilisation, des perspectives unitaires, de voir comment on peut trouver le chemin que le mouvement social puisse se reconstruire. Et puis voilà, apporter notre façon de dire les choses. Et on pense que c'est très utile parce que de la même manière qu'on imagine bien où on le voit d'ailleurs depuis quelques années, des scores importants de l'extrême droite, ça pèse dans la société, ça pèse. Et puis ça a un côté très démoralisant, très assommant pour toute une partie de la population. Justement, est-ce que c'est pas un constat de faillite de votre action militante ? C'est-à-dire, on est aujourd'hui avec une extrême droite qui tourne autour de 30-35%, si on additionne Marine Le Pen, Éric Zemmour, ça veut dire que quand même quelque part vous n'avez pas réussi à empêcher, vous et d'autres bien sûr, cette progression, et que en plus lorsqu'on regarde la composition sociologique de l'électorat de Marine Le Pen, on trouve quand même une forte empreinte ouvrière. Donc normalement c'est des gens, vous réclamez, vous êtes le parti, vous voulez être le parti des travailleurs, ça veut dire que les travailleurs en question ne se reconnaissent pas dans vos propositions et se tournent plutôt vers Marine Le Pen. Donc est-ce que ce n'est pas un échec ou un logiciel qui est peut-être devenu un peu obsolète par rapport à la situation d'aujourd'hui ? Ah si, c'est un échec pour nous, c'est un échec global des organisations politiques, même y compris du mouvement social. On pourrait parler des syndicats, de tout un milieu associatif. C'est aussi qu'il y a ce qui dépend de nous, puis il y a ce qui dépend pas de nous. Il y a une société qui écrase, qui broie les gens, qui renforce l'individualisme, qui renforce aussi ce sentiment d'impuissance et de résignation. Donc tout ce qui n'aide pas finalement à la lutte, puisque nous on porte une voix parmi d'autres, mais une voix de lutte, de combat, de relever la tête. Et quand on est dans une ambiance où justement personne n'y croit, on dit des choses qui suscitent de la sympathie, mais on manque de crédibilité politique parce que la perspective qu'on défend, elle n'est pas crédible en fait. Voilà, mais c'est pas pour ça que c'est pas parce qu'on pourrait penser qu'on échoue ou qu'on n'y arrive pas qu'il faudrait lâcher la partie. Et donc on insiste, on revient dans cette présidentielle-là parce qu'on veut faire entendre une autre voix. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que autant le poids de la droite, de l'extrême droite, ça a un effet démoralisant, autant être là et essayer de grappiller une part d'espace, de faire entendre ces choses-là, ça peut aussi, à l'opposé, redonner un petit peu de confiance, en tout cas en faisant vivre et en ne lâchant pas en restant déterminé, on essaie de faire vivre cette perspective-là et puis quelque part, à un moment donné, de redonner de l'espoir. Et vous savez, il y a des hauts et des bas. Là, aujourd'hui, le bas, il dure depuis longtemps et puis plus ça va, plus on s'enfonce. C'est vrai qu'on a une situation politique très inquiétante à tout point de vue, mais des rebonds, il peut y en avoir et nous, on voudrait pas rater une occasion ou être absent, parce qu'être absent, même 1%, c'est sûr que ça peut faire, si on fait 1%, à la limite, on n'en sait rien, on peut faire un peu plus.
Mais c'est vrai qu'on peut se dire à quoi bon faire ça, mais ne pas être du tout là, c'est pas mieux non plus. Donc voilà. Donc nous, la réponse, la conclusion, c'est que soyons là et essayons d'apporter des idées, et puis essayons de construire. En fait, l'élection, c'est aussi un début de construction. Alors justement, ce 1%, vous avez été élu conseiller municipal à Bordeaux, dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Bordeaux en lutte, et qui a eu le soutien du NPA, c'est votre parti, c'est normal, mais aussi de la France Insoumise. La question que j'ai envie de vous poser, c'est ce 1% que vous espérez récolter. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile, par exemple, si vous l'apportiez à Jean-Luc Mélenchon ? Une campagne municipale, c'est pas du tout la même chose qu'une campagne présidentielle, parce qu'en fait, la campagne municipale... Non, mais c'est la preuve quand même qu'il pouvait y avoir une possibilité d'accord entre vous et la France Insoumise. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas un accord entre le NPA et la France Insoumise ? À Bordeaux, c'est un accord entre équipes militantes. C'est pas un accord entre état-major. C'est-à-dire, en fait, ce sont des militants qui se côtoient dans les manifs. Il y avait le mouvement des retraites et il y avait la campagne municipale qui s'annonçait. Et donc, du coup, dans la rue, on discute des militants du NPA, des militants de la France Insoumise, des militants gilets jaunes, des militants syndicalistes. Et c'est comme ça que la liste se construit. Et elle se construit, et une fois qu'elle est construite, il y a le soutien d'eux. Ça marche pas à l'envers, en fait. Et c'est par la base que quelque chose se construit. En général, les choses unitaires, elles se construisent par la base. Mais quand on regarde l'histoire, c'est rarement des décisions d'état-major, c'est rarement des décisions de dirigeants. C'est toujours une poussée, une volonté qui s'exprime. Et là, la municipale, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a une sorte d'autonomie des équipes militantes. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a eu forcément le soutien de direction suite à l'implication des militants des partis. Et voilà, ça c'est l'avantage. Au présidentiel, malheureusement, tout se passe à l'envers. En fait, on le voit bien, hein, c'est la surprésence, la surpersonnalisation des dirigeants. Et puis là, la candidature, c'est très personnalisé. C'est Mélenchon qui part, et derrière, forcément, c'est la constitution de la Ve République. Oui, mais rien n'empêcherait un Mélenchon, par exemple, de faire pas comme il a fait. C'est-à-dire de dire je pars et on voit qui c'est qui vient avec moi. Et là, c'est un peu ce qu'il fait, la gauche, en ce moment. C'est ce que fait Mélenchon, ce qu'a fait Mélenchon, oui. Et donc, ça, c'est un problème. Et là, ça permet pas à des bases militantes, ça permet pas même à construire quelque chose par en bas, et c'est vrai que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on a réussi à l'échelle municipale, et qu'à l'échelle présidentielle, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis après, il y a aussi les questions politiques de fond, c'est-à-dire que dans une élection municipale, on a réussi à s'entendre sur un programme anticapitaliste avec tous ses camarades militants, parce qu'en fait, on était dans la rue avec à peu près les mêmes idées, donc c'était plus facile de formaliser quelque chose avec des axes, avec des revendications. À la présidentielle, ça touche à des sujets politiques plus centraux, on va dire, hein, la République, et puis même la question internationale, on le voit d'ailleurs, il y a des désaccords aujourd'hui sur pas mal de sujets, y compris à gauche, hein, sur la question internationale, sur la question de la guerre en Ukraine, sur la question de l'impérialisme, l'anticolonialisme, bon. Et ce sont des sujets qui sont pas centraux dans une campagne municipale. Donc on voit bien aussi que c'est peut-être plus facile politiquement de s'entendre à cette échelle-là qu'à une échelle. Donc ce qui est possible au niveau local n'est pas possible au niveau national. La preuve, ça ne veut pas dire que ça sera jamais possible, mais là pour le coup, oui, il y avait pas. Puis de toute façon, le problème de la gauche en général, pas que de la gauche radicale, c'est qu'il n'y a aucun cadre de discussion. En fait, et ça se paye au moment des élections. Il ne faut pas être surpris qu'au moment des élections, il y ait 6-8 candidatures, parce que de toute façon, au quotidien, il n'y a aucun cadre où on se rencontre, où on discute, où on partage. À Bordeaux, on a réussi à mettre un cadre collectif. Il y a d'autres villes où ça existe, hein. Il y a eu Perpignan, il y a des endroits comme ça où il y a des équipes militantes de partis, de syndicats ou de collectifs qui se retrouvent et puis qui essaient de construire des vrais cadres communs où on partage des choses. Et à l'échelle nationale, il n'y a rien. On ne se rencontre pas. Ou alors, très exceptionnellement, quand il y a une manif antiraciste ou quand il y a des manifs antiracistes ou antifascistes, là, il y a quelques structures qui se mettent en place, mais ça reste exceptionnel. Et donc, ça se paye après. Et au moment d'une élection, évidemment, c'est des boutiques qui partent chacune sur leur couloir. Et voilà. Et le problème qu'on a, nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans la campagne aussi, c'est d'essayer de dire, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Y compris au sein du mouvement trotskiste dont vous réclamez, parce que on a la candidature de Nathalie Arthaud, on a le Anas Kazib qui est, alors donc, il faut expliquer aux gens qui est Anas Kazib, c'est une scission du NPA, une scission récente, hein, il y a 6 mois, je crois. En mai-juin, d'un courant du NPA qui voulait être candidat, qui n'a pas eu, malheureusement pour lui, le nombre suffisant de parrainages, et il y a vous-même. Et alors,
très franchement, à moins d'être un spécialiste en trotskisme et encore, on a beaucoup de mal à voir les différences entre ces trois candidats. Non, je crois qu'on voit la différence quand même, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Entre LO et le NPA, il n'y a aucun lien politique. Voilà, donc tout le monde le sait. Enfin, vous voulez tous les deux, enfin, il n'y a pas de faire rapport. la révolution. Oui, non, de rapport organisationnel. Je discute de ça. J'entends. Parce que mais idéologiquement, vous êtes quand même dans la même mouvance. Vous vous réclamez du même courant historique. Vous voulez faire la révolution. Vous avez une candidature, l'un et l'autre, qui veut porter un débat à la faveur d'une attention politique plus importante de la part de l'opinion. Donc vous êtes quand même dans la même stratégie. Vous n'attendez rien des institutions que vous qualifiez de bourgeoises ou de démocratie formelle. Donc on se dit, mais franchement, pourquoi ils sont séparés ? Mais pourquoi cette division ? Je peux vous répondre aussi du point de vue des médias. Pourquoi autant de médias alors que les médias, grosso modo, disent à peu près la même chose ? Vous êtes un média, vous êtes divisé, je crois que votre histoire... On a fondé notre média justement. Et c'est la même réponse, justement, vous voyez, parce que vous êtes divisé entre médias alors que vous étiez copains à un moment donné, ça donne 3 bouts. Voilà, c'est la même histoire pour tout le monde, en fait. Et parce qu'à partir du moment où il n'y a pas possibilité de fonctionner ensemble, on ne fonctionne pas ensemble. Et c'est parce que, dans le fond, il y a des désaccords réels. Ça ne sert à rien de regarder de haut les autres en disant mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble alors qu'il n'y a pas de désaccord. Il y a des désaccords réels. Je pense c'est pas de haut, il faut respecter, comprendre. Non, mais voilà. Comprendre pourquoi vous devriez bien le comprendre parce que vous vivez la même chose dans une autre catégorie d'activité dans la société. Voilà. Et tout le monde vit ces choses-là d'une manière ou d'une autre. Et en politique, c'est pas différent. Si on ne peut pas vivre ensemble, si on ne peut pas fonctionner ensemble, il y a le droit, évidemment, de pouvoir fonctionner à part. Mais dans la vie amoureuse, ça s'appelle le divorce, et c'est très respectable, et heureusement que ce droit-là, il existe. On ne peut pas forcer les gens, alors qu'en fait, non, on est les mêmes, on a des oreilles, des yeux, pour qu'on n'est pas ensemble. Et voilà, il y a des différences. Et en politique, il y en a. Et en plus, entre Lutte ouvrière et le NPA, désolé, mais ça fait quand même 50 ans que ce sont 2 organisations qui vivent différemment, et qui ont un horizon global, un horizon lointain qui est le même, effectivement, c'est la révolution, dans le sens il faut changer la société, renverser le capitalisme, mettre en place une société communiste, sans exploitation, sans oppression. C'est vrai, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, parce que comment on y arrive ? Comment on milite au quotidien ? Quelles pratiques militantes aujourd'hui ? Par quel chemin on pourrait y arriver ? Et là, il y a les grosses différences avec Lutte ouvrière. Et le problème, c'est pas les différences qu'on a, parce que moi, je pense qu'il y a 2 organisations. Bon, ça paraît légitime, mais le problème qu'on a, c'est qu'en ayant 2 organisations, on n'a même pas de rapport politique. On pourrait se voir, discuter, se confronter, faire le point, les bilans de nos propres activités. On ne le fait même pas. Après, avec Lutte ouvrière, on a des différences de programmatique. Par exemple, le nucléaire. Bon, après, on pourrait considérer que c'est secondaire, mais on n'est pas du tout d'accord sur cette... Nous, on veut sortir du nucléaire, pas LO. Et puis après, il y a d'autres différences politiques aussi. Mais moi, je pense que c'est la pratique surtout. Nous, on est sur l'idée d'essayer de construire. C'était d'ailleurs la tentative du NPA. On n'a pas vraiment réussi aujourd'hui. C'était d'essayer de construire un parti plus large. C'est-à-dire sortir justement de la caractérisation d'une organisation trotskiste et de dire pourquoi on n'essaierait pas de regrouper les pratiques militantes ou les stratégies ou les traditions de lutte militantes, y compris libertaires. Et donc nous, on voulait justement, et on veut toujours. Oui, parce que le NPA, c'est le nouveau parti anticapitaliste. Voilà. Et c'est pas que des trotskistes, c'est aussi des libertaires, c'est aussi des gens qui sont ni libertaires ni trotskistes. C'est d'essayer de voir est-ce qu'on pourrait pas construire un parti qui regroupe justement tout ça et tout en restant radical, anticapitaliste. Voilà. C'est cette pratique-là. Lutte ouvrière, ils sont sur l'idée d'un parti révolutionnaire professionnel, un peu toujours dans cette idée du parti bolchevique. Voilà. Et pourquoi pas ? Mais nous, c'est pas du tout ça. Et on pense qu'il faut construire quelque chose de plus large. Et puis même dans la pratique quotidienne, on est vachement dans les luttes unitaires, y compris donc avec les camarades de France Insoumise, avec des camarades du PC, dès qu'on peut. Et LO est pas du tout sur ce registre-là. Donc ce sont des différences qui pour nous sont importantes. Alors après, oui, au présidentiel, il y a 2 candidatures. Alors on dédramatise parce que la division de la présidentielle, c'est pas la plus grave. En fait, on serait ensemble que ça changerait pas énormément de choses. Et nous, ce qui est plus regrettable, c'est que dans le mouvement social, on soit à ce point-là divisé, parce qu'on pourrait très bien avoir des rapports plus fraternels, des rapports de discussion et de soucis de voir comment on peut construire ensemble. Ça serait, je pense que l'urgence, elle est plutôt là, quoi. Et y compris donc avec la France Insoumise. Alors, on va regarder un peu vos propositions, puisque vous avez donc un impressionnant catalogue de propositions. Mais justement, vous parliez du nucléaire. Vous voulez sortir du nucléaire en 10 ans.
Alors, personne ne le réclame à part vous. Hein, les négawatts, c'est plutôt 20 ans, 25 ans. Hein, non, après, ça se rectifie, mais c'est 10. Alors, il y en a qui commencent à dire 10, 15 ans, et puis il y en a qui disent 15, 20 ans. Ça dépend, mais oui, nous, c'est le plus rapidement possible. Nous, on s'appuie sur des travaux de milieux, c'est à l'état scientifique, mais aussi de milieux antinucléaires. Et donc, oui, mais la question de fond, c'est d'en sortir et de prendre la décision d'en sortir et le plus vite possible. Voilà, donc après, on peut toujours dire que 10, ça fera short et que ça sera peut-être 12. Mais plus on tarde, plus on développe les EPR ou plus on développe l'énergie nucléaire, plus ça sera long à en sortir. Hein. Vous voulez également créer 1 million de postes dans les services publics. Très bien, mais vous faites comment pour payer les fonctionnaires en question? C'est la question d'argent, d'abord. C'est une vraie question. De toute manière, c'est la question que n'importe qui va vous poser dans la rue, en disant, très bien, effectivement, il faut plus de fonctionnaires dans ce pays, mais comment on fait? Nous, on est assez cons de ce côté-là, ou assez simpliste, je ne sais pas, mais on a, par exemple, je cite beaucoup le rapport Oxfam d'il y a un mois à peu près, qui fait l'état des lieux de ces 19 mois de crise sanitaire, où les milliardaires français ont accru leur fortune de 236 milliards d'euros. Voilà. Ils ont les plus gros milliardaires, les 5 ou les 10 premiers, ont doublé carrément leur fortune en 19 mois de crise sanitaire. C'est-à-dire, ils ont plus accru leur fortune en 19 mois de crise sanitaire que les 10 années précédentes. Et on se dit, en fait, il y a de l'argent, quoi. Et on peut discuter de plein d'exemples. La fraude fiscale qui revient en France, en tout cas, à 80 milliards estimés par Solidaire Finance, 80 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État français. Donc on se dit qu'il y a plein d'argent en réalité. Donc c'est la question de la répartition des richesses. Et après, cette répartition... Qu'il y ait de l'argent, personne ne conteste. La question, c'est comment on réforme l'impôt. Vous faites une réforme. Donc, je continue. C'est que la question de la répartition des richesses, on est bien conscient que ça ne se fera pas tout seul, parce que sinon, ça ferait longtemps que ça se serait fait. Si la société ou l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle pouvait se raisonner, si les ultra-riches, ils pouvaient se rendre compte que c'est complètement aberrant d'avoir 157 milliards dans sa poche, je parle de Arnaud, par exemple, mais même d'avoir 1 milliard aujourd'hui dans son coffre, ça sert à quoi? Ou même d'avoir 1 million, ça sert à quoi? Alors qu'à côté... 1 million, on peut acheter une maison. Ah oui, non, mais même. Alors qu'à côté de ça, il y a 8 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, là, c'est un pays comme la France. La misère à l'échelle de la planète, elle est terrible. Donc, on sait que s'il y avait un système qui se raisonnait, s'il y avait quelque chose de solidaire, d'humain dans cette société-là, le partage des richesses, il se ferait spontanément, ou il serait organisé et la société le permettrait. Sauf que c'est pas du tout ça qui se passe. Donc, on est bien conscient que dire ça suppose un combat, une confrontation, et ça suppose une force qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est forcément du côté de la population, du côté des opprimés. Et c'est pour ça que nous, on discute de révolution, de révolte, de mobilisation sociale. Il n'y a que comme ça qu'on pourra changer les choses. Et la seule façon d'être réaliste, c'est justement de poser le problème de cette manière-là. Et justement, pas par les institutions. On n'y arrivera pas par les institutions. Sinon, pourquoi on n'a pas réussi avec Mitterrand? Pourquoi ça ne s'est pas passé, même avant Mitterrand? Pourquoi ça ne s'est pas passé avec Léon Blum? Pourquoi à chaque fois que la gauche est arrivée, ça n'a pas été possible? Vous vous rappelez peut-être, je crois que c'est Léon Blum qui disait, il y a le mur de l'argent. Après Mitterrand, il avait dit réalisme économique, il y a la crise, il y a la récession, donc il y a toujours une raison qui fait que c'est pas possible. Donc oui, dans les institutions, on n'y arrivera pas. Donc pour éclater ça, pour débloquer la situation, ce sont des mobilisations populaires énormes et qui imposent la violence. Et après la violence, c'est déjà quand on fait une manif pour défendre la retraite à 60 ans, on se ramasse les CRS et des tirs de LBD. Quand des gilets jaunes, ils demandent juste de quoi vivre et de pas être trop exclus, on leur tire dessus, on arrache des mains. Donc on peut imaginer que quand on discutera de la répartition des richesses et d'une société sans exploitation et sans oppression, on peut imaginer qu'il y aura besoin certainement d'un niveau de violence parce que sinon ça viendra pas. Alors soit on se fait écraser, soit on répond. Et l'illustration aujourd'hui, c'est un peu la Corse. La Corse, c'est juste au départ demander à ce que des prisonniers politiques corses puissent être emprisonnés sur l'île pour que leurs familles viennent les voir. Ça, c'est même pas autorisé par l'État français. Et puis c'est la presque mort de Yvan Colonna qui provoque des révoltes en Corse. Et là, qu'est-ce qu'il y a? C'est les CRS qui arrivent, on tire sur la tête des jeunes et on tire une balle LBD dans la gorge d'une adolescente de 14 ans. Résultat, émeute, un palais de justice qui brûle. Moi, je pense que la légitimité, elle est du côté de la population qui se bat quand on lui donne pas des droits. Et voilà, c'est tout ça. Et notre programme, il est effectivement à la fois utopique parce qu'on est loin de ça,
Mais on n'est pas en train de dire, voilà, il faut la retraite à 60 ans, 1 800 € minimum, il faut embaucher vous le 1 dites million quand de gens. même, Non, non, mais la retraite à 60 ans, vous l'augmentez tous les revenus de 400 €. Non, mais c'est pas ça que je dis. Vous voulez réduire le temps de travail à 32 heures sur 4 jours, donc je continue. Vous allez dans le détail quand même. On n'est pas en train de dire ça comme si c'était une liste de promesses. C'est pas, voilà, c'est juste des besoins. Mais ces besoins-là, si on les veut, eh bien, ça sera la révolte. Ça ne pourra pas changer autrement. Parce que ce système-là qui permet, parce que c'est quand même marrant, la question c'est, mais comment on donne les moyens pour qu'il y ait assez d'emplois, assez de personnes dans les hôpitaux, hein? Vous vous rendez compte de la question qu'on se pose aujourd'hui? Une société ultra riche de tout. Quand on défend qu'il faut embaucher dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, on dit mais comment vous allez faire? Mais à côté de ça, on a un budget militaire de plusieurs dizaines de milliards, on a des ventes d'armes, la pétrochimie qui fonctionne à fond. Vous ne pensez pas qu'en ce moment, il faut avoir peut-être une armée un peu musclée? Non, l'armée, elle sert à écraser les peuples, elle ne sert pas à défendre quoi que ce soit. Donc, elle sert ou alors à défendre les intérêts des capitalistes. Les Ukrainiens ne sont peut-être pas forcément d'accord avec vous sur ce point-là. Non, mais mélangez pas. Là, on discute après, on pourra en discuter de ça, de la question de l'impérialisme et de la question de comment les peuples se défendent par rapport aux dictateurs et par rapport aux impérialistes, par rapport aux vendeurs d'armes. Là, on discute de la possibilité technique déjà, de répondre aux besoins sociaux urgents. Hein. Donc, nous, on pense qu'une société qui n'est pas capable de poser le problème tranquillement, elle ne mérite pas d'être. Il faut la combattre. Une société qui permet à ce qu'il y ait des milliardaires qui s'achètent des yachts, qui ne peuvent même pas sortir du port d'Amsterdam parce que le yacht est trop haut par rapport au pont qu'il y a à la sortie du port, c'est une société qui est malade. Une société où des riches payent 300 000 $ pour aller dans l'espace pendant quelques minutes, alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle. C'est ça. Donc, c'est ça aussi qu'il faut poser. Il faut partir de là. Alors, donc, l'argent existe. Comment il se répartit? Et c'est là où notre programme, il n'est pas dans l'idée, voilà, on vous promet ça. Ça, c'est ce qu'il y a besoin, c'est ce qu'il faudrait pour la population. On devrait pouvoir vivre décemment, on devrait avoir un logement, on devrait avoir de la santé, on devrait avoir accès à tout ça. Mais pour ça, il va falloir se battre et transformer profondément la société parce qu'elle ne le permet pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne promet pas. On essaie de discuter d'une perspective politique qui permet d'envisager les choses un peu différemment. Voilà, et on pense qu'on a toutes les raisons, justement, d'oser revendiquer, d'oser dire qu'il faut une retraite à 60 ans. Parce qu'on nous dit aussi que c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible une retraite à 60 ans? Ça l'était avant. Pourquoi c'est pas possible aujourd'hui d'avoir des hôpitaux avec plein de monde capables à la fois de soigner quand il y a le Covid et en même temps... Pour la retraite, on vous répond l'espérance de vie, tout simplement. Ouais, mais fait que l'espérance de vie ayant allongé... Mais elle allonge pour qui, l'espérance de vie? Parce que c'est ça aussi qu'il faut fouiller. Vous savez que parmi les 5% les plus pauvres, 25% des gens sont morts à 62 ans. Et on nous parle de la retraite à 65 ans. Et en sachant que l'espérance de vie en bonne santé, il y a plein de gens à 60 ans, ils ne peuvent plus travailler. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut discuter. Donc, l'allongement de l'espérance de vie, c'est du pipeau. En plus qu'aujourd'hui, et on verra avec le Covid, l'espérance de vie, elle va forcément chuter. Hein, parce que ça fluctue d'une année sur l'autre en fonction des événements. Et là, il y a une mortalité très importante. Il y a même, je ne sais plus qui c'est, la revue Lancet qui a fait une étude et qui dit qu'en réalité, le mort du Covid, c'est 3 fois plus que les chiffres officiels. Donc, voilà, l'espérance de vie, en fait, aujourd'hui, on est plutôt en train de dire, elle est en train de baisser ou en tout cas, elle ne va plus augmenter pendant un petit moment. Mais surtout, entre les classes sociales, ce n'est pas la même espérance de vie. Si on est des milieux populaires ou si on est des milieux riches, on a 7 à 10 ans d'écart. Donc la retraite, elle ne peut pas se discuter comme ça. Et on sait qu'en plus, le boulot, c'est de plus en plus dur. Il y a de la souffrance, il y a de la répression. Enfin, c'est compliqué tout ça. Donc il faut mettre tout à plat. Et la société, elle n'est pas capable. On nous explique juste qu'il faut faire comme ça, il faut toujours plus, toujours plus. Non, nous, on refuse. Mais c'est vrai que cette perspective-là, elle dépend quand même beaucoup de la capacité de résistance des populations. Et c'est ce qu'on essaie, nous, d'expliquer dans cette campagne-là, de faire le lien entre une élection, on exprime des choses, et puis comment, derrière, les choses peuvent changer réellement pour la vie de millions de gens ou de milliards de gens sur la planète. D'accord, mais vous dites que vous voulez par exemple interdire les licenciements et réquisitionner les banques privées. Et si on vous dit non, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la révolution, c'est ça la lutte. Mais vous vous rendez compte que quand les paysans, ils voulaient un peu des terres au XVIIIe siècle, c'est sûr que c'est pas les seigneurs qui ont dit mais bien sûr on va partager. Mais bien sûr. Ou à l'Afrique du Sud, l'apartheid, quand les Noirs se révoltaient à Soweto, le pouvoir blanc, il a pas dit mais vous avez raison. Non mais la nationalisation des banques, on a essayé dans ce pays 1981. François Mitterrand arrive, un certain nombre d'établissements bancaires sont... Les banques endettées, rachetées. Nous, on parle pas de nationalisation, hein. On parle d'expropriation. Parce que ce qu'a fait Mitterrand, c'était racheter à prix fort aux capitalistes qui étaient bien endettés pour après remettre les banques dans le privé quand elles étaient assainies financièrement. Donc vous rentrez dans la banque et vous dites c'est à nous. Mais nous, c'est même l'histoire d'humanité, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, pour qu'il y ait des avancées sociales, eh ben oui, c'est évidemment des révoltes populaires. Mais l'histoire avance quand les populations se mêlent de leur vie.
Ça n'a jamais été des dirigeants et nous, on n'invente rien. On est en train de dire des choses que tout le monde devrait un peu mesurer, se rendre compte, parce que la réalité, c'est que vous vous rendez compte que le monde, il va à la catastrophe, là. Même d'un point de vue planétaire, quoi. Il y a un bouquin qui est sorti, je le cite toujours, c'est de Michael Correa, de Mediapart, Criminel climatique, où il raconte que tout le monde fait comme ça, comme avant. Il n'y a rien qui change sur la question de la pétrochimie, il n'y a rien qui change. Gazprom, Aramco, China Energy avec Total et le système bancaire, ça finance à fond des projets extractivistes, ça finance à fond des développements de pétrochimie, en faisant croire que finalement tout ça, ça sera mieux pour la... Et mensonges et compagnie, des faux rapports, des fausses études de Total. Enfin, Total a été quand même pris la main dans le sac il n'y a pas longtemps. Depuis 50 ans, ils font des fausses études. Donc on voit ce capitalisme-là qui détruit toute la planète, la banquise fond, les insectes sont en train de disparaître, les écosystèmes sont détruits, la forêt elle est en train de crever, et puis on continue alors. Mais donc c'est ça qu'on essaie de dire, c'est que bon voilà, il y a un problème. Et là on parle de la nature. Donc vous tirez le signal d'alarme. Mais c'est ce qu'on essaie. Mais comme plein de gens ont bien cette lucidité-là, c'est même le rapport du GIEC, qui est pas du tout une commission interne du NPA, sont en train de dire que les dirigeants font n'importe quoi. Alors ce qui manque, c'est quelle conclusion? Et nous, la conclusion, on essaie de dire, mais oui, c'est un système qu'il faut renverser. Alors aujourd'hui, ça paraît utopique parce qu'on n'a pas la force. Mais on a intérêt à discuter que ce qui est rationnel, ça va être ça. Ce qui est cohérent, c'est ce que nous, on peut dire. Et c'est là où on essaie de voir comment on peut articuler le constat qu'on fait avec des perspectives et de voir comment la population peut relever la tête et se défendre. Et bon, là encore, c'est la question de l'environnement, mais la question sociale, c'est de la même manière. Et après, on peut discuter de la question de la guerre. Sur les questions sociales, la France a connu le plus fort mouvement social depuis mai 68 avec les Gilets jaunes, mouvement insurrectionnel, voire peut-être révolutionnaire. Et on n'a pas eu le sentiment que vous ayez été particulièrement entendu. Vous avez été dans ce mouvement, c'est évident, mais vous n'avez pas été particulièrement entendu. Vous n'avez pas pu aider ce mouvement, je dirais, à mûrir politiquement et peut-être à aller plus loin qu'il n'est allé et à changer les institutions, faire ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire cette espèce de révolution, pas forcément violente d'ailleurs, mais qui était la mise à bas du système. Donc il y a eu quand même un échec. À un moment donné, ça s'est terminé par un grand débat factice organisé par Emmanuel Macron et point final. Ben ouais, le mouvement des Gilets jaunes, mais même le nombre de manifestations, de mouvements auxquels on a participé ou qui n'est pas allé loin et puis qui a perdu surtout. Parce qu'en fait, tous les mouvements ont perdu. Le mouvement des retraites, contre la réforme des retraites de Sarkozy en 2010, le mouvement contre la loi travail en 2016, le mouvement des Gilets jaunes, en fait, tous ces mouvements sociaux, plus ou moins forts, plus ou moins forts en nombre et puis en radicalité, tous ces mouvements-là n'ont pas abouti. En fait, voilà, et ça, c'est les mouvements en France depuis. Le dernier qui a un peu abouti, c'était mai 68, mais encore que mai 68, ça va vite. 3 ans après, les acquis se perdent quasiment. Enfin, 72, 73, début de la crise, choc pétrolier, puis les augmentations de salaire se perdent très rapidement, les vagues de licenciements. Donc, les mouvements sociaux, c'est des moments très particuliers où il peut y avoir un petit équilibrage des forces, très momentané, et encore. Mais là, c'est vrai que depuis, on vit que des mouvements qui perdent, à part peut-être le CPE en 2006 pour les jeunes. Mais ouais, c'est le constat qu'on peut faire. Et malheureusement, à l'échelle de la planète, c'est aussi ça le constat qu'on peut faire, parce que même juste avant la crise du Covid, il y a eu en Algérie avec le Irak, à Hong Kong, au Chili, en Colombie, au Yémen, même le début il y a 10 ans, c'était les révolutions du monde arabe. Et puis, on pourrait dire, il y a échec finalement, parce que en plus, les révolutions du monde arabe en Tunisie ou en Égypte, ça débouche sur des dictatures. Au Chili, entre Sisi et voilà. A gagné. Et le Chili, c'est pour l'instant, en tout cas, l'endroit un peu exceptionnel où effectivement, il n'y a pas encore des fêtes. Vous êtes optimiste ou il n'y a pas encore des fêtes? Vous pourriez dire, il y a eu victoire. Il y a eu victoire électorale, mais dans la rue, dans la société, pour l'instant, les forces d'extrême droite fascistes sont quand même bien présentes. Ça reste des situations très instables, on va voir. On va rester prudent. Il y a une mobilisation sociale importante. Quand il y a eu le deuxième tour entre le candidat communiste Boric et puis le représentant du fascisme, il y a quand même, je crois que c'est 56-44, l'électorat fasciste, ou en tout cas qui n'était pas gêné de voter pour un nostalgique de Pinochet, c'est quand même presque la moitié de la population. Donc, je veux dire, c'est pas si rassurant que ça.
Et la victoire, elle reste très précaire, hein, parce que ça dépend de tas de choses. Derrière, des États-Unis, ils sont pas en observateur neutre. Hein. Et puis, s'il faut à un moment donné réintervenir pour faire basculer les choses dans le bon sens pour eux, enfin voilà, la situation, elle se discute à l'échelle internationale aussi. On le voit de l'autre côté. Comment des choses peuvent se passer très graves aujourd'hui, qui peuvent évoluer et puis aller très vite vers des situations de conflits mondiaux. Hein. On ne sait pas. Donc là, ce qui est intéressant avec le Chili, c'est qu'il y a une mobilisation populaire suffisamment forte pour l'instant pour empêcher justement les forces réactionnaires de l'emporter. Et on espère que l'expérience chilienne va se développer, qu'elle peut être contagieuse et qu'avec la Colombie, pas loin, parce que là aussi il y a des révoltes populaires, et puis en Amérique latine, globalement, il y a pas mal de situations sociales tendues. Et on espère que de tout ça va en sortir une véritable victoire populaire. Mais ça reste toujours très instable, très précaire. Et c'est toujours, on a toujours tendance à imaginer qu'à un moment donné, ça peut mal se finir. Mais c'est ce qui se passe en Algérie. Le mouvement était hyper fort, plus fort que les Gilets jaunes. Hein. Des dizaines de millions de gens étaient dans la rue. Aujourd'hui, c'est la répression. Nos camarades du PST, ils sont menacés d'emprisonnement. Le parti, il est quasiment dissous. Et arrestation de jeunes, arrestation de journalistes. C'est ça en ce moment en Algérie. Hein. Après, on peut parler du Yémen. Le mouvement populaire au Yémen, là, c'est des bombardements. On en parle moins des bombardements au Yémen. Hein. L'Arabie Saoudite, avec les armes françaises, c'est vrai que c'est peut-être pas facile d'en parler. Et là, il y a une répression sauvage. Et c'est les hauts et les bas des mouvements. Et voilà, il faut qu'on discute de ça, comment on peut s'entraider, se solidariser. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le mouvement militant, il est très faible. Et ça revient à votre question. Dans les Gilets jaunes, on a une influence très faible. On est dans les manifs, on y participe, mais après, on n'a pas été capable, ni nous, ni en lien avec d'autres militants ou d'autres organisations, de pouvoir justement faire que ce mouvement-là, il aille plus loin, qu'il s'organise vraiment. Bon, c'est nos faiblesses, oui. Puisqu'on parlait de l'international, comment fait-on pour arrêter la guerre en Ukraine ? Là, c'est le problème qui est posé très largement. Nous, on pense qu'il faut... on a nos exigences ou nos revendications qui sont l'arrêt de la guerre, le retrait des troupes russes et donc, du coup, que la population ukrainienne, elle puisse garder son indépendance. En fait, nous, on est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais voilà, il y a une situation militaire aujourd'hui. Mais personne n'a la solution, ni nous, ni les puissances impérialistes. Des pistes. Nous, la vraie piste qu'on a, c'est qu'il y ait des mobilisations populaires, encore une fois, qu'il y ait des révoltes populaires, parce que là, il y a le combat contre le militarisme, contre l'impérialisme russe, contre Poutine. Mais après, il y a la bataille aussi pour une démocratie, ça ne doit pas être déconnecté, parce que quand on parle de dictature, on sait qu'il n'y a pas que Poutine, malheureusement. Et donc, comment les populations se mobilisent. Et là, pour le coup, en Ukraine, il y a une mobilisation, pas que juste en manif, c'est qu'il y a aussi une lutte militaire. Et là, il y a une guerre, donc il faut que la population ukrainienne puisse se défendre militairement. Est-ce qu'il faut livrer des armes aux Ukrainiens ? On est pour, bien sûr qu'on est pour. Mais comme le problème se posait, mais moins fort quand il y avait la répression en Syrie, d'ailleurs Poutine était un peu là quand même, derrière Bachar el-Assad, on était pour que la population syrienne ait des armes. Mais comme dans le Rojava, on était pour que les Kurdes aient des armes contre les islamistes. On est pour. Oui. Nous, de ce point de vue-là, on n'est pas pacifistes. Vous avez remarqué, on est pour la révolution avec des armes. On est pour que les Corses y répondent aux agressions de la police aussi. Donc, quand on est agressé avec des armes, il faut répondre avec des armes. On n'est pas là avec des fleurs et tout ça. Donc, l'Ukraine, évidemment, qu'il faut qu'elle se batte militairement et que donc, comme elle n'a pas les mêmes moyens que la deuxième puissance du monde, la puissance militaire du monde, il lui faut des armes. Alors après, là où c'est plus compliqué, c'est qu'on livre des armes, on est pour. Après, on sait très bien, comme on fait aucune confiance à Macron, aucune confiance à Biden, aucune confiance à l'impérialisme occidental, on sait très bien que si eux, ils livrent des armes, c'est pas forcément avec les mêmes soucis que nous, on pourrait avoir. C'est comment on peut aider une population. Parce que le souci de Biden à l'égard des populations, on n'y croit pas un seul instant. Donc, c'est forcément en lien avec des stratégies et des intérêts qui sont autres. Bon, voilà, mais ça, on le maîtrise pas. Et puis, ils livrent des armes. Et à qui ils livrent des armes ? Justement, oui. On sait qu'en Ukraine, les forces politiques, il y a aussi des forces politiques réactionnaires. Libé a fait des articles sur des armées, des régiments nazis ou pro-nazis. Malheureusement, la situation, on n'a pas des fachos qu'en France. Il y a des fachos un peu partout. Il n'y en a pas qu'au Chili non plus. Donc c'est ça qui est difficile. Mais nous, de principe, on est pour la livraison des armes, mais en ayant cette réticence, en disant ils vont livrer des armes, mais ça sera dans le cadre d'un calcul
calcul de rapports inter-impérialistes. Quand l'impérialisme américain ou l'impérialisme français se sert des armes, c'est rarement au bénéfice des peuples. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu au Mali, l'intervention militaire, ou en Irak. Ça broie des sociétés, ça broie des peuples. Les armées occidentales se barrent quand elles sont empêtrées, et puis derrière, c'est dramatique pour les populations. Donc, on est dans ce monde-là. Alors, comment on s'en sort? Mais dans ce contexte, justement, ne faut-il pas renforcer l'armée française? Surtout pas. L'armée française, elle a fait quoi, l'armée française, pour faire des interventions? C'est la seule armée en Europe qui est capable de tenir un tant soit peu le choc face à une menace d'invasion. Non. Mais l'armée française, c'est une armée coloniale. Sinon, c'est l'armée américaine. Hein. Mais pareil. Mais c'est pas parce qu'il y a l'armée américaine que l'armée française, ce qu'elle fait, c'est du bon boulot. L'armée française, elle a fait quoi ces 60 dernières années? Des guerres coloniales. Et puis là, qu'est-ce qu'elle fait au Mali? Qu'est-ce qu'elle fait au Mali, l'armée française? Il ne fallait pas intervenir au Mali. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors voilà, la question, c'est est-ce qu'il fallait intervenir au Mali? C'est quoi le bilan? Bien sûr que non, il ne fallait pas intervenir. Bien sûr que non, c'est des armées impérialistes. Parce qu'ils interviennent pour quoi? Pour le peuple? Ou pour les intérêts de Bolloré ou les intérêts de l'uranium qui est juste à côté? Voilà. C'est quoi les intérêts? La France, c'est un pays qui reste colonial. C'est un pays qui donc vous dites, il y a 10 ans, on n'aurait pas dû intervenir pour stopper les djihadistes. Mais c'est d'autant plus facile parce qu'aujourd'hui, les djihadistes sont toujours là. Il n'y a pas moins d'islamisme. La population, elle a même été bien en colère contre la présence de l'armée française. On voit les résultats. L'Afghanistan, c'est quand même fabuleux. L'Afghanistan, c'est 20 ans d'intervention militaire. La France y était au début. Ils se barrent. C'est les talibans qui prennent le pouvoir. Le résultat, c'est quoi? Non. Et l'Irak, c'est quoi le résultat de l'Irak? Il fallait virer Saddam Hussein. Ils ont exécuté Saddam Hussein. Ça a été fait, quoi. Mais derrière, c'est quoi? On n'en parle même plus. On s'y intéresse même plus. Il y a eu l'embargo. Il y a toujours un peu l'embargo. La population crève la dalle. Il y a aucune démocratie. C'est ça le résultat des interventions militaires impérialistes. Et après, on peut parler des États-Unis en Amérique latine. Dès que ça intervient, c'est plus des interventions militaires comme à une certaine époque. C'est les services secrets, puis c'est des aides militaires aux dictatures. Et voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, il y en a quand même toutes les raisons d'être archi-méfiant des interventions militaires, archi-méfiant des armées, des rôles des armées. Et globalement, on est contre la militarisation parce qu'on sait que derrière, les ventes d'armes et les armées, elles servent aucunement à défendre la démocratie. Mais aucunement. La France, elle vend des armes à l'Arabie Saoudite. Et après, on nous dit qu'il faut combattre l'islamisme. L'Arabie Saoudite, c'est connu pour un régime qui défend le terrorisme international. Enfin, c'est de la blague. Le Qatar, c'est quoi le Qatar? La France vend au Qatar. Et on fait la Coupe du Monde au Qatar. Mais comme on a fait la Coupe du Monde avec Poutine en Russie, mais Poutine, il était déjà dictateur quand il y avait la Coupe du Monde en Russie. C'est quoi cette blague? Toute la communauté internationale, oui, on fait la Coupe du Monde en Russie, super, on se serre la main, tout ça. Les Jeux Olympiques à Sochi. Mais Poutine, il était déjà dictateur. Et Poutine, il massacrait déjà les Tchétchènes. Et puis la Crimée, ça existait déjà quand il y a eu Sochi. Mais c'est quoi cette blague? Donc il y a des moments, ils s'entendent et tout ça entre dictateurs, entre salauds du monde entier. Et puis là, ils se disputent. Et le problème, c'est que les peuples, ils sont tout le temps en bout de chaîne à trinquer. Et là, c'est la population ukrainienne qui trinque. Mais comme ça a été les Tchétchènes il n'y a pas longtemps, comme ça a été la Crimée, et partout. Et là, on peut parler de la Chine, qui est plus ou moins derrière Poutine et la Russie. La Chine, elle a fait ses JO. Tout le monde, là, on ne parlait plus des Ouïghours, on ne parle plus des droits humains, on ne parle plus de ces jeunes qui sont aujourd'hui enfermés en Chine parce qu'ils ont des blogs et qui contestent la dictature chinoise. Mais c'est affolant, ça. Cette hypocrisie-là, ce cynisme-là de ce monde de dirigeants de la planète. Et après, il faudrait leur faire confiance à un moment donné. Après, il faudrait penser que l'armée, elle serait utile à défendre des peuples. Mais non, c'est de la blague. Philippe Poutou, vous revendiquez de Léon Trotsky, le chef de l'armée rouge, celui qui a bâti l'armée rouge. Le premier souci des révolutionnaires d'octobre, c'est de construire une armée. Et vous nous dites aujourd'hui, ah non, l'armée, c'est pas bien. Non, mais vous comprenez pas ce que je dis, là. Une armée... Non, j'essaye de comprendre. L'armée française, c'est pas l'armée du peuple. C'est l'armée de l'État français. C'est l'armée des capitalistes français. C'est pas l'armée de la population, à aucun moment. La Russie, ça n'a pas réussi. Mais l'idée, c'est une révolution. Une révolution, on prend les armes. Et quand on prend les armes alors qu'il y avait tout le monde capitaliste qui était en guerre contre la Russie, ce qu'on appelle la guerre civile. La France attaquée par la Roumanie, l'armée anglaise un peu plus au nord, l'armée américaine. Toutes les armées du monde ont encerclé la Russie au moment où il y a eu la révolution. Ce qui est une des grandes raisons, une des grandes explications de l'échec de la révolution russe. C'est son isolement. Et donc, tout le monde est en guerre contre... Et bien là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, quand il y a une révolution, on se défend militairement. C'est ce qu'on discute d'ailleurs pour l'Ukraine. Elle doit se défendre militairement. Mais qui
qui contrôle ça après? C'est un pouvoir démocratique, c'est un pouvoir révolutionnaire ou c'est un pouvoir capitaliste qui représente les intérêts de ces milliardaires-là? Et là, la différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'État français, son armée, est pas du tout là pour défendre les peuples, mais pour défendre les intérêts de ces capitalistes internationaux. On voit bien les rapports entre la France et les dictatures africaines. On voit bien que derrière, c'est Bolloré, que derrière, c'est Total, que derrière, c'est l'exploitation du Niger. Mais en aucun cas, c'est l'intérêt des peuples ou des populations. Et donc voilà, c'est ça. Ce sont ces rapports impérialistes, ces rapports colonialistes qu'on dénonce. Et après, évidemment, c'est comment la population, finalement, elle s'arme elle-même, comment ça se construit. On en est loin aujourd'hui, mais ça reste on a quand même quelques expériences historiques qui nous permettent de penser que, ou en Amérique latine, ça existe une population qui apprend à s'armer, qui apprend à se discipliner, et qui crée sa propre armée, mais ça ressemble pas tellement à des armées classiques. Voilà, c'est. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Poutou. Merci à vous.